bienvenue dans ce nouveau chapitre du module de la médecine. Donc après avoir vu la médecine chamanique, la médecine chinoise, il existe une autre civilisation qui est apparue à peu près en même temps que la civilisation chinoise. J'ai commencé par la civilisation chinoise parce que elle est plus ancrée dans la terre. La civilisation indienne, elle, va faire un pas supplémentaire pour expliquer la structure de l'univers. Alors, on ne sait pas très bien si ce sont les Indiens qui se sont inspirés des Chinois ou les Chinois qui se sont inspirés des Indiens, peu importe, ils sont apparus à peu près en même temps. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette civilisation? Eh bien, l'apparition d'une science qu'on appelle l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est une façon de voir l'univers, comme la médecine chinoise, comme le chamanisme. Et cette façon de voir l'univers, elle va reprendre le chiffre 5. C'est-à-dire le chiffre 5, on l'a déjà vu chez les Chinois, on l'a vu chez Aristote, là on va le retrouver. Toujours le même pentagramme. C'est-à-dire qu'on va traiter les 5 éléments à égalité. On ne va pas en mettre un sur un plan différent des autres. Alors, ces 5 éléments, on va en retrouver 3 qui sont communs à la Chine et à l'Inde. Donc, parmi les éléments qui sont communs à la Chine et à l'Inde, on a l'eau, bien sûr. L'eau, toujours un élément, dans toutes les traditions, toutes les civilisations, il y a toujours, on comprend que l'eau, c'est un élément. Il y a bien sûr le feu. Pour le plaisir. Le feu, toujours avec son son caractéristique. Donc l'eau, le feu, et on a bien sûr la terre, c'est-à-dire cet élément qui est solide et qui reste quand on fait fonctionner le feu, il reste en général des cendres, qui symbolise la terre. Et puis le son de la terre qui est symbolisé, comme je l'ai déjà expliqué, par le tambour chamanique. La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de métal chez les Indiens. Eux, ils ont remplacé le bois par l'air et ils ont remplacé le métal par une substance qu'ils appellent l'akasha. Alors bon, le sanskrit est un peu difficile pour moi, donc je prendrai les termes éther en fait. Parce que sinon, j'ai mis la transcription indienne pour ceux qui veulent savoir entre les termes français et les termes indiens. Alors, pourquoi on a remplacé le bois par l'air et le métal par l'éther? On va faire une expérience. Je vais prendre un petit peu de ce liquide qui semble être de l'eau. Voilà. Et puis je vais souffler. Ah, j'ai pas pris mon gant. Je suis désolé. Donc, vous voyez ce qui se passe. On a le bruit de l'air qu'on retrouve pour faire beaucoup, à part des instruments en métal et en bois, on va voir maintenant des instruments à air. L'air fait du bruit, et comme on l'a vu dans la bulle c'est de l'eau savonneuse, mais à l'intérieur de cette bulle, il y a évidemment, c'est pas vide, on va s'apercevoir qu'on peut mettre de l'air dedans. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup progressé, ou même on a simplement en fait changé, parce que si on réfléchit aujourd'hui avec notre regard occidental, pour faire du bois, il vient d'où le carbone du bois? Il vient de l'air. Donc on voit qu'effectivement, pour qu'une plante puisse faire du bois, il faut qu'elle ait de l'eau et de l'air. Donc on voit que c'est tout à fait logique de voir un élément comme étant soit sous sa forme air solidifié, ce qu'on appelle le bois, soit sous sa forme air gazeux. En fait, on a bien la même idée qu'on a cet élément. Pour le métal, c'est un petit peu plus subtil. Donc on n'a plus le métal dans la tradition indienne. On a maintenant l'éther qui est ici.
représenté en violet. Et là, c'est très difficile de représenter l'éther. Par contre, il y a quelque chose on a un indice par le fait que l'éther est mis en correspondance avec le métal, puisqu'on a mis en correspondance le bois et l'air. Si on réfléchit un petit peu toujours avec notre connaissance occidentale, on sait très bien que de temps en temps tombent de la Terre, tombent du ciel des météorites. Et ces météorites, elles ont la caractéristique d'être souvent métalliques. C'est-à-dire que le métal peut être vu non pas comme un élément terrestre, comme l'or qui vient de la Terre, mais comme un élément qui tombe du ciel, donc de la matière extraterrestre qui vient se mettre sur la Terre. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les météorites? Eh bien, on va trouver de la magnétite. Cette magnétite, j'en ai ici, et elle a une caractéristique extrêmement intéressante, c'est que ça semble être de la Terre, mais comme vous le voyez, lorsque j'approche deux aimants l'un à côté de l'autre, je sens bien qu'il y a une force. Là, on voit que je ne peux pas les coller dans ce sens. Si par contre je les mets dans l'autre sens, j'ai beaucoup de mal à les tenir, ils se précipitent l'un vers l'autre. Alors l'éther, c'est quoi? Ben, c'est cette substance qui est entre les aimants. C'est-à-dire que c'est pas de l'air, c'est pas de la terre, c'est pas du feu, c'est pas de l'eau. C'est ce qui est responsable de cette force magnétique qui s'exerce entre deux magnétites, deux cailloux qui viennent évidemment du cosmos, de la matière extraterrestre. Donc on voit que c'est aussi logique d'associer le métal à l'éther. Le métal peut aussi être vu comme un élément éthérique. Alors la musique de l'éther, je ne peux pas vous la faire. Mais par contre, on la fait couramment aujourd'hui, puisque chaque fois que vous avez un aimant, vous pouvez faire un haut-parleur. Et donc les aimants servent à faire les haut-parleurs, à convertir la pression sonore de l'air en courant électrique. Et grâce à ce courant électrique, on peut vous faire écouter des sons. Donc toute la musique techno, en fait, synthétique, avec les synthés, tout ça, c'est de la musique de l'éther, en fait, ni plus ni moins. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est qu'on retrouve donc 5 éléments, comme dans la tradition chinoise. Donc le chiffre 5 semble très, très important. Ce qui va se passer, c'est qu'on va introduire une nouveauté par rapport à la Chine, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est-à-dire que ces 5 éléments vont se combiner par paires pour former ce qu'on appelle donc des doshas. Il y a 3 doshas, par exemple. Lorsque l'éther se mélange à l'air, ça génère donc la qualité qu'on appelle le vata. Lorsque l'air se mélange au feu, ça donne pitta. Lorsque l'eau se mélange à la terre, ça donne kapha. Donc on a des mélanges comme ça pour générer une entité à 3. 3, évidemment, ça fait tout de suite penser au triangle de la pyramide d'Aristote. Donc on voit que les triangles sont d'essence indienne, en fait. Quand on parle des triangles, c'est vraiment les Indiens qui les ont introduits les premiers. Et puis aussi, on peut combiner les éléments 2 par 2. Donc si vous combinez le feu et l'air, vous créez la lumière. Si vous combinez l'air et l'éther, vous créez le mouvement. Si vous combinez l'éther et la terre, ça donne la sensation de froid. Si vous combinez la terre et l'eau, ça donne la notion d'équilibre. Et si vous mélangez l'eau et le feu, vous avez la possibilité de transformer la matière. Voilà, donc encore une fois, une chose très logique. On ne peut pas appeler ça de la science, mais c'est une forme de science, en fait, rationnelle. Et avec ça, on va vous soigner de nouveau, on va définir votre profil, est-ce que vous êtes Vata, Kapha, Pitta, et après, on va vous soigner essentiellement par herboristerie. Dans la médecine indienne, c'est beaucoup de plantes qui sont des tisanes, des potions qui sont données. Voilà, donc on voit apparaître le chiffre 3, mais aussi, et ça c'est très caractéristique de la civilisation indienne, le chiffre 7. C'est-à-dire qu'en plus de ces 5 éléments qui sont, disons, des éléments qu'on peut capturer avec nos sens, même l'éther, parce que l'éther c'est tout ce qui n'est pas terrestre, donc on imagine bien quand on voit la terre qu'il y a tout ce qui n'est pas terrestre. Il y a aussi 2 autres éléments qui sont donc Atman et Brahman, qui sont des éléments supérieurs, et qu'on va mettre en relation avec ce qu'on appelle les chakras, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les méridiens
comme la Chine, on a ces chakras qui sont en fait des vortex où l'énergie pénètre dans le corps et ensuite on peut faire monter l'énergie. Ici, c'est pas du chi, ça s'appelle la kundalini, mais il y a aussi une forme d'énergie qui monte le long des chakras. Et quand elle atteint le 7e chakra, Brahman, eh bien, il y a une illumination qui se fait. Alors évidemment, on peut se poser la question, pourquoi 7? Parce que, voilà, 7, c'est 5 ou 7 en fait. Alors, j'ai cogité et j'ai trouvé une solution. Prenons le chiffre 3. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 doshas. Vata, Kapha, Vata, Pitta, Kapha, Vata. Je suis désolé, je ne suis pas très doué en sanskrit. Prenons ce chiffre 3 qui est quelque chose de très important pour les Indiens, parce que en dehors de l'Ayurveda, ils ont aussi ce qu'on appelle une trimurti, c'est-à-dire ils ont un dieu créateur Brahma, ils ont un dieu destructeur Shiva, et ils ont un dieu qui cherche à mettre l'équilibre, symbole du triangle, qui cherche à mettre l'équilibre, c'est-à-dire qui est Vishnu. Donc on retrouve cette idée de triangularité qui est typiquement indienne. Ok, maintenant je vais prendre cette figure. Bon, là je vais vous la présenter en statique, mais on va vous mettre une vidéo pour vous montrer comment on l'obtient. Vous prenez un cercle de rayon unité. Pourquoi unité? Parce que si vous prenez le chiffre 3 et que vous le levez à la puissance 0, à la puissance de la vacuité, ça fait 1. 3 à la puissance 0, ça fait 1. Donc on part de ce premier cercle qui est ici. Ensuite, on va tracer un deuxième cercle, et on ne va pas utiliser le chiffre 0, mais le chiffre 1. Donc 3 à la puissance 1, ça fait 3, donc on trace un cercle de 3 cm. Et ensuite, quel est le chiffre après 2? Après 1, c'est 2. Donc on va tracer un nouveau cercle dont le rayon est 3 au carré, ça fait 9. 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance au carré, c'est-à-dire on fait une triple manifestation de la divinité qui est elle-même triple. Vous suivez? Alors, après vous partez d'un point du cercle extérieur, vous menez la tangente au cercle intérieur et vous venez rebondir sur le cercle intermédiaire. Ensuite vous repartez, comme ça, voilà, vous revenez ici, de nouveau on rebondit pour venir ici, puis on rebondit pour venir là, et puis on rebondit pour venir là. Au bout de 14 rebonds, vous avez un heptagramme. C'est-à-dire vous avez découpé le cercle extérieur en 7 parties égales, ce qui est quand même un exploit, parce que c'est très difficile de faire ça avec une règle et un compas. On peut le faire pour le pentagramme, mais pour l'heptagramme c'est très compliqué. Là on a une méthode simple qui montre comment, en multipliant, en triplant la divinité qui est elle-même triple, on génère le chiffre 7. Alors dans un sens, c'est pas très surprenant, puisque 3 à la puissance 0, 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 2, ça fait que vous avez 3 plus 3 plus 1, ça fait bien 7. Voilà, donc on voit avec les Indiens que la médecine garde une notion très restaurationnelle. Elle est beaucoup plus sophistiquée que la médecine chinoise, parce qu'il y a évidemment, enfin, c'est pas la médecine chinoise, que la philosophie chinoise, parce qu'il y a toute cette mathématique du 3 qui se retrouve dans cette civilisation. Voilà, on sait aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a un renouveau. L'Ayurveda, je vous rappelle quand même, c'est quand même la première médecine en Inde. Et l'Inde, c'est plus d'1 milliard de personnes. Donc on ne peut pas dire que c'est une médecine annexe. C'est vraiment quelque chose où il y a des gens qui se soignent, et même aujourd'hui en Occident, comme la médecine actuelle, moderne, chimique est en crise, il y a beaucoup de gens qui se tournent on redécouvre cette médecine Ayurveda, même si on n'est pas indien. Voilà, ce sera tout pour cette petite présentation. Encore une fois, on reste très simple, on ne va pas dans les détails. Ce n'est pas le but de Vicky. Vicky est là pour vous donner des informations les plus synthétiques possibles. On essaie de ne pas trop se disperser. Et donc, il nous restera encore à voir pour cette partie ce que va devenir la médecine indienne lorsqu'elle va migrer en Europe, lorsqu'il y aura l'avènement de la civilisation grecque,
à peu près 1500 ans plus tard. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, vous pouvez valider ce module, dire si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui doit rester impérativement. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo.